Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, j'accueille dans ce podcast Aïsor Armanet, autrice du livre Interdit de pleurer, un livre qui parle de la dépression postpartum. Donc, dans cet épisode, vous l'avez compris, on va parler des dépressions postpartum, on va parler aussi des maternités, mais aussi d'entrepreneuriat et quelques petits projets qu'Aïsor prépare. Et on va aussi partager sur ce qu'est fait de devenir maman, puis de traverser aussi une période très très sombre liée à cette maternité. Et qu'est-ce que ça implique de continuer à avancer, de porter des projets et aussi d'élever des enfants avec les projets et aussi des blessures qui viennent du passé. Donc, on va parler du silence, de la peur que ça recommence aussi et de l'énergie qu'il faut pour rester debout, créer et désirer encore malgré tout ce qu'on a vécu. Donc, bonjour Isor, merci beaucoup d'être là avec moi. Trop contente. Bonjour Constanza. Pour celles qui ne te connaissent pas, j'aimerais bien que tu fasses une petite introduction. J'ai dit que tu étais donc autrice d'un livre Interdit de pleurer. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, finalement, en toute petite phrase, enfin court, vraiment, qu'est-ce que c'est ce livre? Pourquoi il est là? Pourquoi il existe? Quand est-ce qu'il est apparu? Et pourquoi tu l'as écrit? Alors, donc c'est un livre qui est sorti en janvier 2022 Mm. aux éditions MAM. Je l'ai écrit pour dire aux mamans qui traversaient elles aussi une dépression postpartum et pour leur dire vous n'êtes pas seules, vous n'êtes pas folles et si vous vous faites aider, ça va passer. C'était l'idée un peu en fait, quand moi j'ai traversé mes deux dépressions, il n'y avait pas trop de littérature à ce sujet. Et du coup, j'avais juste envie de les accompagner un peu dans cette épreuve, dans cette traversée du désert. Ok, très bien. Donc, pour le contexte, toi, tu as quel âge aujourd'hui, Isor? J'ai 37 ans. 37 ans. Et donc, tu as vécu deux dépressions postpartum. La première, c'était à quel âge? C'est une bonne question. Je pense que j'avais 29 ans. C'était pour Ok. notre premier enfant qui est une fille. Et j'avais 29 ans quand elle est née et c'est arrivé tout de suite après sa naissance. Donc j'avais bien 29 ans. Ouais, ok. Et donc, la deuxième La dépression? deuxième, j'avais 31 ans parce que c'était Ok. à peu près 2 ans et demi après. Ok, très bien. Et c'est marrant parce que je pense qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup des femmes à avoir vécu la dépression postpartum. Un peu, parfois, on la vit en silence, mais toi, tu as rompu ce silence. Je ne sais pas si on dit rompre le silence. Si, c'est ça, Si, hein? ça marche. Ok. Pourquoi? Pourquoi tu as décidé de dire, tiens, aujourd'hui, je vais vraiment en parler et en plus très publiquement parce qu'on te voit quand même passer sur les médias, les lueurs, enfin, un peu partout. Comment ça se fait que tu as décidé de rompre ce silence? Bah, je pense qu'il y a eu un côté un peu public parce que j'ai été hospitalisée les 2 fois. Et Mhm. du coup, donc j'ai été hospitalisée dans un service psy la première fois et ensuite j'ai été dans une unité mère-bébé. Et puis Mhm. à la naissance de notre deuxième, j'ai été hospitalisée directement dans l'unité mère-bébé. Et donc il y avait vraiment un Ok. côté public qui faisait que je pouvais pas trop me cacher en fait. Je pouvais pas trop Mhm. dire ça va, je gère. En plus de ça, donc mon mari est militaire et donc à chaque fois c'était corrélé avec des absences. En fait, il partait en mission et Ok. donc je pouvais vraiment pas me planquer même derrière mon mari qui lui gère les enfants et moi je reste à la maison en fait. J'étais hospitalisée et il devait y avoir des gens qui devaient gérer mon aîné parce que les deux fois on a été séparés un petit moment Mhm. et du coup je pense que le côté ça m'a rendu service en fait le côté officiel de tout d'un coup je disparais puis j'habite plus chez moi quoi. Ouais. Euh, et puis et voilà donc ça c'est le premier truc un peu et je crois qu'il y avait je me suis rendu compte en tout cas après la première dépression postpartum que finalement j'avais besoin de vérité. Donc Mhm. pour établir des liens d'amitié, j'avais besoin de vérité et même que les amis qui étaient là pendant la première dépression postpartum, qui étaient des amis que je connaissais depuis assez longtemps, Ouais. j'ai trouvé que ça avait renforcé notre amitié, d'être dans une forme de vérité sur ma faiblesse, sur ma Mhm. vulnérabilité. J'avais l'impression que ça faisait oui, c'est ça, ça venait renforcer le lien. Et je me suis dit, en fait, c'est beau. Et du coup, je crois que j'avais quand même le désir
de raconter ce qui s'était passé. Alors au début, c'était vraiment dans un cercle assez clos, donc nos amis proches et voilà, la famille proche. Et en fait, en parlant, je me suis rendu compte que ça ouvrait des chemins, ça ouvrait des espèces de ponts vers les autres qui, eux, allaient dire « Attends, mais moi c'était différent, mais moi j'ai fait un burn-out, attends, ça c'est un peu semblable. Moi, la différence, bon, bah, c'était pas aussi profond que toi, mais j'ai trouvé que c'était une énorme claque la naissance et tout. » Et je me suis rendu compte que finalement, de parler de sa propre vulnérabilité, ça faisait en sorte qu'en face, il y avait une ouverture chez l'autre. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, c'est hyper beau, j'aime trop. Et en fait, le fait qu'il y ait une deuxième dépression postpartum avec, pareil, un côté public d'être hospitalisé, franchement, ça m'a mis un énorme coup sur la tête parce que je me suis dit genre 2 fois d'affilée, mais je suis vraiment boulée, quoi, tu vois. Un boulet. Ouais, un peu. Et je me disais, je suis un peu un cassos, tu vois. Mais c'est la même chose. Alors, je dis ça avec du recul, hein. Sur le moment, c'était pas ça parce que la honte, tu vois, m'envahissait et tout machin. Mais Échec aussi, quoi. ah bah double fois, enfin Bah, doublement. t'es censée apporter la vie à être faite pour ça, quoi. Et là, deuxième fois, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, tout le fait que ça se répète, moi, je trouve que c'est encore plus humiliant. Mais en fait, de manière assez étonnante et assez paradoxale, ça m'a vachement détendue. En fait, première réaction, c'est d'avoir honte, évidemment. Et en fait, après, c'est de me dire, bah, tu sais quoi, on s'en fout, en fait. Enfin, de toute façon, tu l'as fait, tu peux pas nier. Enfin, tu vois, c'est impossible. Je peux pas nier que ça m'est pas arrivé. Et du coup, j'étais hyper détendue. Enfin, c'est venu vraiment progressivement. Là, on a l'impression que c'était très facile. Mais j'ai été suivie par une psychologue et tout. Mais le mot vulnérabilité, le mot fragilité, en fait, aujourd'hui, ça ne me pose pas de problème. Ça, c'est pas un souci. Donc, du coup, je me suis dit, bah, ok, on va en parler. Quitte à en parler, autant le faire, mais totalement et pleinement, quoi. Ouais, très bien. Bah, du coup, la première fois que tu as eu une dépression postpartum, les signes, c'était quoi? Tu m'as dit que c'était tout de suite après. Oui. Mais en fait, comment tu t'es rendu compte que c'était tout de suite après? Parce que tout de suite après, de toute façon, on a tellement des fatigues, on a tellement des nouvelles choses à découvrir que quelque part, est-ce qu'on a le temps pour écouter forcément ce qu'on ressent à l'intérieur? Toi, comment est-ce que finalement tu t'es rendu compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas? Alors, il y a eu plusieurs trucs. Je vais essayer de le dire de manière bien claire. Dans un premier temps, il y a eu des grosses insomnies. Donc, je n'arrivais pas à m'abandonner au sommeil. Donc, j'étais vraiment grosse insomnie. Donc, en fait, stressée aussi, c'est un peu lié. J'avais un désir de vraiment faire extrêmement bien, de m'occuper parfaitement de ma petite fille. Donc j'avais un cahier des charges très précis pour être une mère parfaite. Et la première case, c'était l'allaitement. Tu vois, je vais gérer mon allaitement. Et en fait, dès le premier jour à la maternité, ça s'est pas bien passé. J'ai pas réussi. Et je pense que ça a été une toute petite, ça a été la pièce, en fait, cet allaitement qui rate, tu vois, qui a lancé la machine de du coup, je suis nulle. Donc du coup, je suis pas la mère que je pensais être, et donc il y a un effondrement qui fait que j'arrive pas à dormir, et voilà. Donc ça j'essaie d'être. Attends. Donc il y a eu l'allaitement qui fonctionne pas, mon cahier des charges qui n'est pas du tout rempli, tu vois. Ensuite, de manière symptomatique, il y a eu des insomnies, il y a eu des grandes angoisses sur ma capacité à bien faire, tu vois. Il y a eu des crises d'angoisse. J'avais une perte d'appétit vraiment immense. J'avais pas faim du tout, donc j'ai maigri très vite aussi. J'ai perdu tous mes kilos de grossesse et j'étais même assez maigre en fait. Enfin, et après j'ai commencé à perdre, mais assez vite. Ça c'est vraiment dans les jours qui venaient en fait. Je dirais dans les 15 jours qui suivaient, j'avais du mal à penser à autre chose qu'à mon bébé, tout en me sentant oppressée par mon bébé. C'était hyper paradoxal. C'était à la fois, je l'aime trop et c'est un bonheur, et en même temps, je me sens hyper oppressée. En plus, je suis nulle, donc je peux pas continuer dans ce rôle-là où j'ai l'impression d'être la plus nulle des mères de la Terre. Et ensuite, il y a eu le départ de mon mari. Donc, je pense que la première pièce, c'est l'allaitement qui est compliqué. La deuxième pièce, c'est mon mari qui part en mission 15 jours après sa naissance, en sachant qu'il a une personnalité très sereine et assez, j'allais dire stabilisante, pour moi en tout cas. Donc, le fait qu'il s'en aille, ça a été le deuxième effondrement. Et puis après, il y a eu un autre symptôme qui s'appelle la phobie d'impulsion. Et en fait, c'est une image mentale où tu te vois. Enfin, moi, je me suis vue faire du mal à mon enfant comme une photographie. Dans mon esprit, il y a eu tac une image de je lui faire du mal.
Et ça, c'est un des symptômes de la dépression postpartum. Mais après, il faut surtout se dire, on peut avoir des phobies d'impulsion sans faire de dépression postpartum. C'est juste, parfois, c'est le cerveau qui a... En fait, il y a une peur ancrée. Moi, j'avais peur d'être violente, en fait, avec ma fille. Et donc, le cerveau, il va juste mettre une alerte en disant, c'est de ça dont tu as peur. Mais c'est pas, il dit pas, c'est ça que tu vas faire. Sauf que quand t'es psychiquement fragile et qu'en plus de ça, t'as l'impression que tout ce qui vient de toi est nul, bah forcément, tu te dis, ok, je vais faire du mal à mon enfant, tu vois. Et cette pensée-là, cette phobie d'impulsion, c'est ce qui a déclenché le fait que j'aille à l'hôpital le lendemain, en fait, aux urgences psychiatriques. Voilà. Ok, donc c'est toi qui as pris la décision. Oui, c'est moi qui ai pris la décision, quand même fortement influencée, mais dans le bon sens du terme, hein, franchement, donc à ce moment-là, j'étais chez ma mère, puisque mon mari était en mission, et elle a un compagnon qui est médecin. Et c'est lui qui m'a dit, avec un argument d'autorité, tu vois, médical, en me disant, écoute, Isor, voilà, ça fait 3 semaines que tu es arrivée à la maison, tu es dans un état physique, je pense que j'étais vraiment genre éteinte. Enfin, j'avais pas de désir. Ça aussi, c'est un symptôme, je trouve. J'avais pas envie de lire, j'avais pas envie d'écouter la musique, j'avais pas envie de manger, j'avais pas envie de regarder des films, j'avais pas envie de faire du sport. C'est des trucs que je fais habituellement qui me mettent en vie. En fait, il y avait plus d'étincelle de vie. Il y avait juste l'obsession pour mon bébé, donc de bien faire. Et donc c'est lui qui m'a dit, vraiment, je suis très inquiet et en fait c'est pas normal ce qui se passe, quoi. Et donc du coup, va voir quelqu'un, va aux urgences psychiatriques, on va te donner des médicaments et t'inquiète pas, en fait tu vas t'en sortir. Et le fait, en fait, comme c'est pas mon père, parce que mes parents sont divorcés, je pense qu'il y avait pas ce rapport d'affection qui aurait pu biaiser les choses. Là, il a parlé comme médecin. Et du coup, c'est ça ça a été vraiment le petit coup de pied aux fesses, mais vraiment bénéfique, qui fait que je suis allée aux urgences le lendemain. Ok, très bien. Donc ça, c'était le côté positif d'être entouré finalement avec des gens qui peuvent te regarder, qui peuvent dire, oula, elle part un peu en cacahuète, quoi. Mais du coup, je reviens sur un sentiment de autosabotage finalement. Parce que toi, tu te disais, de toute façon, je suis nulle, j'ai raté mon allaitement, de toute façon, je suis pas la bonne mère, qui est mon cahier des charges peut attester en gros, parce que tu avais quoi? Tu avais en gros ton cahier des charges en mode une bonne maman elle allait, une bonne maman elle fait dormir son bébé, une bonne maman, enfin voilà, c'est quoi cette cahier des charges en fait que tu t'es construite à la première naissance? Je pense qu'il y avait quelque chose de... C'est une bonne question. Alors, effectivement, une bonne maman, elle allait, ça c'est certain. Ça passe par un allaitement dans les 1 an qui suivent, tu vois. Et c'est simple, et elle se pose pas trop de questions, et elle a pas mal. Et j'avais une vision... c'est marrant un peu. Je me disais, je sais pas pourquoi je pensais ça, franchement. Et je me disais, les Européennes, elles sont compliquées avec l'allaitement, et j'ai pas envie d'être celle-là, tu vois. Après, j'imaginais... Alors... Honnêtement, aujourd'hui avec le recul, je pense qu'il y a des femmes vraiment pour qui c'est le cas, mais elles sont minoritaires. Donc il y a celles qui sont, j'espère que je vais pas dire des conneries, franchement, mais je vais pas préparer cette question, désolée. Non, mais c'est hyper intéressant. Qui sont dans leur corps, elles habitent leur corps de mère. Et donc, elles se posent pas de questions. Il y a quelque chose de presque un peu louve, tu vois, avec un rapport presque animal, mais instinctif en fait. Voilà. Donc c'est ça où quand je dis quand tu es connecté à ton corps, c'est que tu es connecté à ce qui se passe dans ton corps et avec ton bébé. Et au début, c'est ça la relation. Elle est comme ça, tu vois. Sauf que moi, je suis pas du tout comme ça. Je suis 1000 fois dans ma tête. Je suis toujours en train de faire. Et du coup, tout ce qui, j'avais imaginé vraiment que ce serait fluide, que ce serait simple, que la relation avec mon bébé, que tout. Et en fait, je me posais des questions, mais pour tout et n'importe quoi. C'était genre, est-ce qu'il faut lui mettre un body? Enfin, j'exagère à peine, tu vois. Est-ce que je dois lui mettre un body à manches courtes ou un body à manches longues? Attention, mais là, elle dort sur le côté. Enfin, tu vois, c'était rien. On me disait, faites confiance à votre instinct. J'étais là, genre, je sais pas de quoi vous parlez en fait. Enfin, tout d'un coup, je n'ai pas d'instinct. Je n'ai pas d'instinct en fait. Et puis la mère parfaite, elle devait être calme. Et bon, en l'occurrence, je faisais des crises d'angoisse. J'étais une espèce tu vois, j'avais des oscillations d'humeur. Ça aussi, c'est un symptôme à prendre en compte. C'est-à-dire, le matin, tu te dis, allez, ça va le faire. Ah, je suis trop contente et tout. Puis en fait, dans la journée, t'as des énormes downs. Et le soir, tu repars. Et quand la nuit arrive, moi, j'étais très stressée par la nuit qui arrivait. Ah, c'est reparti. Et en fait, du coup, tu te lèves le matin et tu te dis, mais à quelle sauce je vais être mangée aujourd'hui? Est-ce que ça va être une journée où je vais être bien? Ou est-ce que ça va être une journée où je vais pleurer, faire des crises d'angoisse?
Donc j'étais pas du tout cette mère sereine. Tu sais, j'imaginais que mais vraiment, j'imaginais que j'irais prendre des pots avec mes copines, que j'aurais mon bébé accroché au sein, tu vois, d'une main, et que de l'autre, je serais là à boire des cafés, des bières. Enfin, tu vois, Ouais. c'était pas du tout ça. Ouais. Donc c'était une chute en fait. C'est Ouais, tout c'était ton vraiment ça. modèle dans ta tête, c'est effondré d'un coup et tu te dis: «Oh, mais comment je fais maintenant pour être maman quoi?» Si tout ce que je pensais que ça allait le faire, bah non. Ouais, c'est vraiment ça. Oui, c'est un Mmh. effondrement. Je pense, Ouais. je vois vraiment ça comme ça. C'est une bonne image, l'effondrement, tu vois. Est-ce qu'à l'époque, enfin, je suis désolée, je me sors complètement des questions, mais là, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que on peut le vivre aussi parfois dans l'entrepreneuriat, où en fait, on nous dit, faites-vous confiance, c'est une question de mindset, vous avez tout ce dont vous avez besoin dans votre tête, et en fait, euh, il y a tellement cette pression finalement de s'écouter, de voir ce qui va dans ton corps, qu'est-ce qui se passe, écouter nos émotions et tout, qu'au bout d'un moment, en fait, on a cette pression et ça devient finalement une charge mentale dépensée à qu'on doit penser à nos émotions. Et qui Mmh. du coup, ben, on n'arrive pas à vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe parce qu'en plus, on nous dit, si vous culpabilisez, et ça, c'est dans la maternité, ça me parle beaucoup, si on culpabilise, et ben, ça va pas améliorer les choses. Donc, en fait, il m'est arrivé moi aussi, dans l'entrepreneuriat comme dans la maternité, que j'ai culpabilisé pour quelque chose, mais je me suis dit, non, 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 mais il faut pas culpabiliser. Mais du coup, j'ai culpabilisé parce que j'avais une culpabilité. Et du Mmh. coup, ben, j'étais complètement perdue dans mes émotions. Je disais, je vais jamais y arriver. Que j'allais jamais arriver à être une bonne maman. Mais je sais que c'est aussi parce que je traîne beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, à l'époque, quand tu as vécu cette première dépression postpartum, tu traînais beaucoup sur les réseaux sociaux ou comment finalement tu t'es aussi créé cette image des mamans parfaites et comment ça se fait que tu as pu construire un cahier des charges parce que on ne naît pas avec ce cahier des charges, il est forcément construit de quelque chose. Il se base sur quelque chose que tu as vu un jour. Quoi. Mmh. C'est où? Alors, c'est pas sur les réseaux sociaux parce que, Mm. je me connais et j'ai, une facilité à être dans la comparaison. Donc, Ok. je sais que c'est, problématique, et Mm. donc du coup, j'ai eu, Facebook, je pense, jusqu'en 2016. Et puis c'est tout. Et en fait, j'ai supprimé, c'était au moment où j'étais fiancée avec Tanguy, et j'ai supprimé parce que je sentais que ça me mettait pas dans un bon état d'esprit. Ok. Et je sais par exemple que je pense que j'irai jamais sur Instagram. Voilà. Mais c'est parce que je me connais et que les peu de fois où j'y suis allée, parce que j'ai mes sœurs ou des copines qui m'ont montré des trucs, moi ça me fout le cafard. Ça me fout le cafard. Je me dis justement, mais c'est pas possible, ma vie est pourrie quoi. Donc ça, je sais à peu près comment faire pour me protéger. Ok. En revanche, le cahier des charges, alors d'où il vient? Il vient déjà que j'ai une relation avec ma mère qui n'est pas très forcée, qui n'a pas été très simple. Ok. Et du coup, je pense que j'ai été très assez jeune, assez petite, euh, assez intransigeante avec sa faiblesse à elle. Et du coup, je me suis dit, tout ce qu'elle fait de pas bien, selon mon œil, avec mon œil de petite fille, Mm. je le ferai pas. Et donc, le calme, entre autres, c'était je pense que c'était au numéro 1 de la liste, tu vois? Genre, une bonne mère, elle doit être calme, elle doit maîtriser ses émotions, elle doit pas crier. Je ris parce qu'aujourd'hui, c'est tellement pas ce que je suis en plus. Hem, enfin, il y avait vraiment cette idée-là de, je le dis en introduction, je crois, dans mon bouquin, quand je soufflais sur mes gâteaux d'anniversaire, on dit fais un vœu et tout. Et petite, hein, franchement, je pense que j'avais 8 ans, 9 ans et tout. Je souffle un vœu, le vœu que je faisais, c'était faites que je sois une bonne mère. Donc tu vois, il y avait un truc déjà bien précis. Mm. Et puis après, je pense que, en fait, c'est horrible parce que du coup, ce désir de perfection, un peu, tu vois, m'a rendue un peu présomptueuse et intransigeante. Et dans mes super bonnes copines, je suis la dernière à m'être mariée. Alors, je me suis pas mariée super tard, mais elles se sont mariées tôt. Et donc, du coup, je les ai vues avoir des enfants. Et donc, j'avais un regard d'une fille célibataire qui ne sait pas ce que c'est que avoir un enfant. Et Mm. je voyais celles qui, selon moi, géraient. Donc, elles étaient sur mon petit trône de la perfection. Mm. Et celles qui géraient moins. Et je pense que j'ai pas eu un regard sympathique du tout sur ces mamans-là. Mm. Et en fait, évidemment, je le regrette aujourd'hui. Mais de toute façon, ça sert à rien de refaire l'histoire. Mais tu vois, j'avais pas un bon regard. J'étais pas Ok. dans la compassion parce que je me disais, moi, je serai jamais comme ça. Voilà. Moi, je Ok. serai la bonne mère que j'ai rêvé être quand je soufflais sur mes gâteaux d'anniversaire. Ok.
Ok, très bien. Donc ton cahier des charges, finalement, c'est construit comme ça, quoi. Petit à Ouais. petit. Ok. Et donc, bon, ce cahier des charges, il a été détruit, brûlé. Tu es passé par la cellule mère-enfant, aussi à l'hôpital. Tu es resté combien de temps? 2 mois? Un mois? C'est ça. En fait, pour la dépression 1, je suis restée à peu près 2 mois et demi. Ok, Et la dépression 2, c'est la même chose, c'est le même timing, 2 mois et demi. ok. Je pense que j'aurais pu rester plus longtemps pour la dépression 2, Mm, mais c'était au moment du Covid, et donc mm, du coup, je pense que tout le système hospitalier était en panique, on savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé, et du ouais. coup, quand le confinement a été déclaré, l'équipe m'a dit, «Rentrez chez vous». À cette époque, on habitait à Toulon, et j'étais hospitalisée à Paris. Donc il y avait quand même un sujet de, en fait, j'ai envie de voir mon mari, j'ai envie de voir ma fille aînée et tout, et donc du coup, je suis rentrée pour retrouver ma famille. Ta Et famille. mais en fait, quand je suis rentrée dans l'unité mère-bébé, les deux fois, la deuxième fois je le savais, mais la première fois, la responsable de service, donc c'était une pédopsychiatre, elle Mm, m'avait dit, ici on parle en hospitalisation en mois. Elle m'avait prévenu. C'est long en fait. ok. Donc soyez prêtes. Donc je m'étais dit genre, waouh, ok. Mais ça m'a fait du bien en fait. Malgré tout, Ouais. heureusement que j'y suis allée. Euh, Quelle est la différence entre une femme qui fait une dépression postpartum, mais que du coup, il va gérer ça toute seule, tranquillement chez elle et qu'elle va s'en sortir. Et une maman qui a besoin de l'hôpital. Et je le demande vraiment parce que certaines connaissent aussi un peu mon histoire. Moi, j'ai fait 3 dépressions postpartum. La troisième étant la plus sévère que j'ai eue, donc avec des médicaments et tout. Et au bout d'un moment, je me posais la question comment je fais pour que quelqu'un vienne me chercher de l'hôpital. Mais Mm. je savais tellement pas exprimer mes émotions que j'attendais comme par magie que quelqu'un de l'hôpital me dise écoutez, on a une place à l'hôpital, est-ce que ça vous dirait, tu vois? Mais moi, Mm. mon grand rêve pour ma troisième dépression, c'était que quelqu'un dise on arrête tout, vous venez à l'hôpital, tu vois? Mais du coup, toi, dès la première dépression, enfin, il y a déjà le regard de ton beau-père qui t'a dit écoutez, enfin, tu pars à l'hôpital. Mais en fait, quelle est la différence entre une maman qui part à l'hôpital et une maman qui ne part pas à l'hôpital? Mmh, c'est une bonne question. Alors, je pense que c'est possible, de faire une dépression postpartum et de rester quand même, au quotidien, chez soi, et je pense que le truc le plus important, je vais essayer de bien répondre à la question. Pour moi, le truc le plus important, c'est de garder le lien avec le bébé. Donc il faut pas que la mère, elle soit séparée de son bébé. Il faut toujours faire en sorte que ce lien-là soit maintenu, parce que c'est ça qui tient les choses et qui fait que la mère, elle va finir par se relever. Mm. Euh, Peut-être que moi j'avais très peur d'être seule. C'était un des trucs. J'étais terrorisée à l'idée d'être seule avec mon bébé pour la dépression 1 et pour la dépression 2. Comme mon mari est parti aussi la deuxième fois, il est aussi parti en mission quelques jours après la naissance. Parfois je me demande si pour la dépression 2, s'il était resté, peut-être que j'aurais pu rester avec lui et on aurait pu gérer une organisation où j'allais tous les jours, j'allais à l'hôpital de jour, et je rentrais le soir à la maison, et lui, il était là, il gérait. Bon, de fait, il était en mission, il était absent. Donc je pense que c'est cette Mm. absence-là, moi, qui a fait que dans le triangle, père, mère, enfant, il y avait Mm. un pilier qui manquait, et du coup, et c'était voilà, c'était pas possible. Mm. Alors, quels sont les trucs? Je suis pas du tout médecin, donc Ouais. j'ai peur j'espère que je vais pas dire des mauvaises choses. Je pense quand même que si la maman est capable de rester seule avec son bébé sans être trop angoissée, déjà c'est bon signe. En Mm. revanche, s'il y a pensée morbide, envie suicidaire, des phobies d'impulsion quand même répétées, même si Mm. les phobies d'impulsion n'impliquent pas un passage à l'acte, mais que voilà, Mm. qu'il y a des pensées comme ça, où il y a des images où on fait du mal à son bébé. euh, je pense que c'est peut-être à prendre avec beaucoup de sérieux, Mm. et si le risque de mort, entre guillemets, donc de suicide, Mm. est très important, il faut se protéger. Et dans Ouais. un univers psychiatrique, il y a des portes, des fenêtres qu'on peut pas ouvrir. Il y a rien à portée de main normalement Ouais. pour se donner la mort, enfin de manière assez claire, quoi. Mm. Donc moi c'est là, je la mettrai là à la limite. Mais bon. Ok.
Parce que récemment, il y a la fin d'un procès qui a été fait. Je ne sais pas si tu as suivi de cette maman qui avait tué ses 2 bébés à Non. cause d'une dépression postpartum. Il me semble que c'était allez, je pense qu'il y a 4-5 ans. Et du coup, bah, ça y est, la semaine dernière, ou il y a quelques semaines en tout cas, ça a été, enfin voilà, elle a été déclarée coupable en tout cas. Mais du coup, ça relève le sujet dépression postpartum, en fait, à quel point les mamans, on est seul et pourquoi il y a une maman en dépression qui s'occupe toute seule des 2 petits parce que bah, du coup, le mari, il travaille. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Tu vois, donc c'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup cette question, à quel point en fait une maman, elle doit vraiment être honnête avec elle, se dire, ok, là je peux pas gérer, là effectivement faut que quelqu'un vienne à mon aide quoi, et ça va peut-être possiblement pas son mari parce que le mari, bah, souvent il travaille quoi, il peut pas arrêter tout quoi. Donc ça c'est un peu intéressant d'avoir ça. Là où on a eu du bol, entre guillemets, c'est que, en fait, j'ai eu trop de chance qu'il y ait des places à chaque fois dans l'unité Ouais, mère-bébé, en fait. ok, Parce que il y en a des unités un peu partout par région. Mais c'est souvent des places, enfin il y a genre 5 places ou 6 places, alors c'est exprès parce que du coup c'est pour permettre un service un peu petit, un peu clos, dans le ok, bon sens du terme, tu vois, confortable et tout. Mais on a, enfin moi j'avais vu, en tout cas pour la deuxième dépression, là j'ai eu des grosses envies suicidaires. Donc là c'est ça nous qui a déclenché le truc assez forte. J'avais vraiment envie en fait, je me disais, c'est tellement horrible ce qui est en train de se passer parce que j'ai pas envie de revivre ça une deuxième fois. J'avais envie de stopper le temps. J'avais envie et donc du coup, je me disais, le seul moyen pour que ça s'arrête là, maintenant, tout de suite, en fait, c'est la mort. Et donc du coup, j'étais prête à tout pour mourir, quoi. Et donc du coup, ça, c'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille. Et ah oui, et en fait, un des trucs qui m'a fait dire que j'ai eu raison d'aller à l'unité mère-bébé la deuxième fois, c'est que il y avait des places justement. Je voyais comme un espèce de signe de la providence qui disait si c'est là où si c'est là où je dois être, et ben en gros il y a une place, donc c'est que c'est bon, quoi. c'est que c'est Bon, ça bon. c'est juste moi qui pensais comme ça, mais Oui, oui, il y a bien sûr. des petits Mais les signes, tu signes, quoi, vois. oui. Ouais, des petits signes. Quand Mmh. on y est allé du coup, donc pour la dépression 2, tu as toujours un entretien un peu de d'embauche Ouais, pour voir si tu es bien dans les, enfin tu vois, les s'ils clous. peuvent t'aider, s'ils peuvent t'aider. Oui. Et donc voilà, je racontais tout ce qui m'arrivait, et je me rappelle qu'il faisait hyper beau ce jour-là. Ça a été, mais mon petit garçon, il est né en janvier, donc c'est en région parisienne, c'est pas le mois le plus sympa, tu vois. Bah Et oui. là, il y a un grand ciel bleu, une lumière hyper vive, et je m'étais dit, ok, c'est un signe, tu vois. Enfin bon, après on trouve des signes où tu veux en trouver, mais Ouais. voilà. OK. Et tu parlais tout à l'heure d'une structure avec maman, père et bébé. Et que forcément, s'il n'y en a pas un, eh ben, il y a un déséquilibre. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce qu'effectivement, bah, ton mari, en postpartum, tout le temps, il était donc en mission parce qu'il est militaire. Mais et c'est marrant parce qu'on en a parlé, ça m'a vachement marqué. Pour celles qui ne savent pas, on prépare quand même l'entretien avant et on sait au téléphone. Et donc, je me suis rendu compte que même si mon mari n'avait pas été en mission, bah, il n'était pas présent. Et même si mon mari il arrivait très tôt du travail, 17h30, bah, moi, je l'ai toujours vécu comme s'il était absent. Donc, dans tous les cas, le mari, enfin, en tout cas, le papa, il peut être absent tout en étant là. Je me Mm. rappelle que enfin, nous, on était très jeunes. Moi, j'avais 24 ans quand j'ai eu mon premier bébé et mon mari, je pense, au 25-26. Et donc, c'est vrai que, bah, on était vraiment très, très jeunes. Et lui, il comprenait absolument rien de la vie d'un bébé, ce que c'était être papa et tout. Donc, forcément, on savait rien du tout. Mais je sais qu'il y a beaucoup de mamans que leur mari bah, arrive beaucoup plus tard. Euh, on peut pas faire autrement, elles peuvent pas prendre un congé très très long, ou elles se disent aussi, maintenant il existe un mois après la naissance pour les papas pour rester à la maison, mais ils se disent, bah, tiens, je vais juste prendre une semaine, et après l'autre, je le garde pour les vacances en été. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, tu vois. Alors que, bah, en fait, c'est pas pendant les vacances en été que tu veux qu'il tu sois là, enfin, il faut là maintenant. Du coup, pour toi, enfin voilà, je voulais avoir cet avis parce que pour toi, tu l'as créé. J'ai fait une dépression aussi parce que mon mari n'était pas là. Et que tu as créé un petit triangle où en fait, si le triangle n'est pas complet, et ben forcément, il y a un déséquilibre. Est-ce que Mm. tu peux m'en dire plus là-dessus?
Alors ça, je pense que ça dépend aussi de ta nature personnelle, entre guillemets, Mm. profonde, parce que il y a des mamans pour qui ça passe, tu vois, si le papa n'est pas là, il y a une relation avec le bébé, bah c'est un peu. Je pense que d'ailleurs dans mon cahier des charges, moi j'imaginais que je serais ce type de mère, tu vois, à être Ouais. autosuffisante avec mon bébé. Donc je pense que vraiment, il y en a pour qui c'est pas de problème. D'ailleurs, je le vois aussi parce qu'en ce moment, je passe des entretiens avec des mamans un peu pour parler de postpartum et tout. Et je pense Mhm. que j'ai peur de dire des bêtises dans les chiffres, mais dans 50% des cas, elles me disent que le père soit là ou pas, ça change pas grand-chose. Tu vois, c'est enfin la relation avec mon bébé, et elle est intime, elle est unique, et elle est entre enfin la maman et le bébé, tu vois. Ok. Et en revanche, dans les 50% des cas autres, il y a besoin du père, tu vois. Donc ça, je pense que bon, ça c'est vraiment. Mais ce qui est difficile, c'est que tu peux pas forcément savoir avant d'être À parent, tu vois. l'avance. Ouais, c'est clair. En revanche, c'est certain que pour moi, le congé parental, c'est oui, enfin le poser pour les vacances, je trouve ça hyper triste en fait. Quand bien même ça se passe bien, en fait, quand bien même la mère est sereine, en fait, on n'est pas faite pour être seule. Ça, c'est mon grand truc. On n'est pas faite pour être seule à la naissance. Ça peut être très joyeux, très serein. C'est pas forcément dramatique la naissance. En revanche, on rebascule les rôles. On relance un jeu de dés, quoi. On remélange les cartes. Et en fait, de 2, on passe à 3, de 3, on passe à 4, de 4, on passe à 5. Enfin bref. Mais dans tous les cas, il y avait un équilibre qui était installé. Et Mm. là, il y a une nouvelle personne, un être vivant, qui vient euh, remettre en place tout cet équilibre. Et ça demande du temps, en fait. Moi, je trouve, ça demande du temps. Un bébé, c'est hyper chronophage. En plus, parfois, tu as des bébés qui ont des coliques, des RGO. Enfin, franchement, c'est quand même l'enfer quand tu es constamment avec un bébé qui souffre, qui est hurlant et tout, tu vois. Ouais. Et après, toi, il faut que tu retrouves ta place, il faut que le mari retrouve sa place, il faut que les frères et les sœurs aînés retrouvent leur place. Donc, c'est pas un moment neutre. Ça peut être joyeux et serein, mais c'est pas neutre. Et du coup, on n'est pas faite pour être seule, quoi. Je trouve ça trop Mm. dommage. Euh, Après, je pense aussi que parfois, on se met là-dedans toute seule, nous femmes, Ouais. à être dans une forme de toute puissance, à se dire je vais gérer, les autres autour de moi elles gèrent, nos mères elles ont géré, et c'est vrai, on a cette impression-là, je trouve. Et donc en gros, je vais gérer. Et je trouve ça, c'est un espèce de piège en fait, et je trouve ça trop Mm. dommage, hein. Et franchement, je me mets dedans, hein. Je suis la première à me dire je vais gérer, et puis mais bien sûr que le papa, il est important s'il est présent. Enfin, on est deux pour avoir un enfant, quoi. Si on est dans Mm. un couple qui tient la route, mais je pense quand même qu'il y en a qui peuvent s'en passer. C'est un peu mystérieux. Moi, je sais que bah, la troisième naissance, elle s'est bien passée, entre autres parce qu'il était là et qu'on s'était dit, ok, là, si on a un troisième enfant, on prend des responsabilités. Et en gros, Tanguy, mon mari, du coup, tu restes terre à terre. Il n'y a pas de période où tu es en mer. Enfin, c'est hors de question, quoi. On sait que c'est un des facteurs qui fait que moi, je m'effondre. Dès qu'il s'en va, c'est la cata. Et donc, la naissance, elle s'est vraiment bien passée. C'était merveilleux. J'en garde un souvenir, mais de bonheur ultime. Mais parce que il était là, il a posé son congé paternité de 1 mois. Il y avait des moments où je me disais genre, oh, comment je vais faire? Et là, je me disais, ah, mais c'est vrai qu'il est là. Et là, toutes les angoisses, elles disparaissaient. C'était magique, quoi. Mm. Et, Ouais. et je pense que si on a un quatrième enfant, ce que j'attends, mais on s'est mis d'accord, c'est ça aussi, où ça relève d'une discussion de couple, de l'équilibre que chacun trouve et tout. Mais nous, on Mm. est d'accord l'un et l'autre pour se dire, on le sait en fait que j'ai une fragilité après une naissance. Donc maintenant, on se dit, ok, bah au maximum, toi, Tanguy, faut que tu sois là. Et en gros, nous, ce qu'on s'est donné comme limite entre guillemets, c'est que les 3 mois qui suivent la naissance, il faut qu'il soit là. Ok. Alors pas constamment, mais en tout cas, il En faut que mission, quoi. pas de mission. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, très bien. Donc ça, c'est très beau ce que tu dis, et je pense que ça parle dans la maternité, ça parle aussi dans l'entrepreneuriat en tant que femme, et ça parle un peu dans tous les sens où en fait, au bout d'un moment, il va falloir être face à la vérité et se dire, ok, est-ce que je suis vraiment capable de tout gérer toute seule? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui arrivent, il y a beaucoup de femmes bah, que non, et Mm. et finalement, c'est pas grave en fait. C'est pas grave si on a besoin de plus de soutien pour notre maternité. C'est pas grave si on a besoin que le mari soit là. Et dans l'entrepreneuriat, ben, c'est pas grave en fait si j'arrive pas à développer mon entreprise toute seule et que j'ai besoin d'aide.
tu vois. Et je le vois parce que récemment, j'ai dû me retirer un peu. Enfin, moi, je travaille avec les réseaux sociaux, donc forcément, il y a beaucoup de stimulation sociale. J'ai dû prendre 4 jours dans un monastère pour réécouter ce qui se passait en moi et non juste consommer des émotions qui venaient d'autres. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est fou, mais il faut accepter que je ne suis plus capable de gérer cette entreprise toute seule. Mmh. Et ça, c'est bon, je l'ai pas encore partagé avec ma communauté, mais ça fait partie des OK, pourquoi je voulais? Eh ben parce que mon cahier des charges, c'était des femmes entrepreneurs qui gèrent tout, des businesswomen qui font 100 000 euros par mois, qui ont des baraques, qui ont des super voitures et tout. Et en fait, au bout d'un moment, on consomme tellement ça qu'on croit que nos besoins, c'est les mêmes. Et que du coup, bah, forcément, pour moi, réussir l'entrepreneuriat, c'est ça. Sauf bah, que je me retrouve avec un épuisement et à me dire, bah, en fait, je n'en suis pas capable, en tout cas toute seule, tu vois. Et ce qui est beau, parce que du coup, ça remet tout en question, à parler avec mon mari, à relancer tout ce qui est délégation. Donc là, pour le coup, c'est une belle étape à passer dans une vie d'entreprise. Mais du coup, ça me parle beaucoup que la maternité soit exactement la même chose. C'est-à-dire, OK, en fait, regarde tes limites, regarde physiquement comment tu te ressens, va dans le silence. T'éloigne pas de ton bébé, mais en tout cas, donne-toi les instances pour écouter vraiment qu'est-ce que toi tu désires, qu'est-ce que tu as besoin. Enfin voilà, tous ces petits détails qui vont te dire pour la prochaine fois, qu'est-ce qu'il faut pour aller mieux, tu vois. Et c'est ce qui justement t'as fait toi pour te dire, ok, pour la 3e grossesse, il n'y aura pas d'hôpital, il n'y aura pas de dépression, ou il y aura la fatigue, mais ça, c'est des choses qu'on va pas forcément gérer. Et c'est beau, je trouve, que tu aies cette lucidité. J'imagine que tu n'as pas eu cette lucidité toute seule, qu'il y avait aussi ton mari là pour échanger. Peut-être tu as fait des rencontres spéciales qui t'ont guidé aussi. Ouais. Oui, alors déjà, je pense le fait que la dépression se répète une deuxième fois, c'est une très bonne leçon entre guillemets je pense que c'était le dernier petit coup pour me faire tomber un peu de ma marche là de présomptueuse et donc je pense vraiment la répétition et le côté, c'est ce que je disais au tout début, le côté public en fait de l'hospitalisation, ça m'a permis de me dire, en fait, il y a aucune honte dans le fait de se faire aider, parce que du coup, pour la 2e dépression, ma fille aînée, elle pouvait pas être avec nous, donc elle a été gardée par mes beaux-parents et mes beaux-frères et mes belles-sœurs. Et ils essayaient, qui habitaient en région parisienne, et ils essayaient de me visiter avec elle, enfin de manière à ce qu'on puisse se voir régulièrement, je dirais entre 1 à 3 fois par semaine. Et eux, ils avaient leur vie et ils bossaient tous les deux. Enfin, j'ai senti que c'était fatigant, j'ai senti que ça les avait usés, enfin voilà. Mais sur le moment, je me disais, je suis un boulet, c'est horrible, les pauvres, machin et tout. Mais je sais pas comment dire. Heureusement qu'ils étaient là. Heureusement que grâce à ça, j'ai pu voir ma fille. Et surtout, aujourd'hui, personne ne m'en reparle. Personne me dit, ah, écoute, Isor, quand même, pendant 2 mois, on a fait des allers-retours à l'hôpital. Moi, j'avais ça à gérer. Moi, j'avais ça à gérer. Et on peut imaginer que de temps en temps, peut-être qu'ils le pensent, hein. Mais ils me l'ont jamais fait ressentir. Sur le moment, je pense que c'était fatigant. Mais en revanche, ça a été tellement bénéfique de voir qu'en fait, c'était un moment où je me sentais nulle, et en plus 2 fois d'affilée. Vraiment, genre la meuf, elle a vraiment un problème avec la maternité, tu vois. Et eux, ils continuent, ils sont encore là. Et en fait, du coup, je me sens aimée. Et ça, c'était ouf. Et donc, j'ai vraiment associé le fait d'être aidée à être aimée. Enfin, franchement, c'est quasi proche, en fait. Tu vois, il y a juste une lettre de différence. Après, entre la 2e et la 3e naissance, il y a eu un bon cheminement aussi, parce que après la naissance de notre 2e enfant, je me suis dit, moi, je vais me faire ligaturer les trompes, je peux pas revivre ça, c'est trop dur et tout. Donc, heureusement, j'ai une super copine sage-femme qui m'a dit, elle m'a donné tout, comment ça se passait, elle m'a expliqué et tout, et elle m'a juste dit, ne prends pas de décision trop hâtive, prends le temps en fait de réfléchir. Et le temps finalement apaise beaucoup de choses. Et entre-temps, j'ai rencontré une psychologue que j'ai vue, je pense pendant 4 ans, 2 fois par mois.
Et en fait, avec elle, on a beaucoup travaillé le sujet de la vulnérabilité, de la fragilité. Et c'était encore des mots que j'entendais au début avec envie de me couvrir les oreilles. Tu vois, genre non, je vois pas de quoi vous parlez, c'est pas moi du tout et tout. Et en fait, on a travaillé ça, on a travaillé une forme de lâcher prise sur ce sujet. Et je pense que c'est elle aussi, c'est le regard qu'elle portait, elle, sur la vulnérabilité qui m'a permis de me détendre. Et par exemple, un truc tout bête, entre la première et la deuxième dépression, mon objectif à la première dépression, c'était d'arrêter les antidépresseurs le plus vite possible. Une fois que je commençais à aller mieux, je me suis dit, fini, c'est fini cette histoire, on met ça sous un tapis et ça y est, j'arrête les antidépresseurs. Après la naissance de mon deuxième, avec tout justement la discussion avec cette psychologue, les rencontres que je faisais, les machins et tout, je me suis dit, mais c'est quoi si je dois en prendre jusqu'à 70 ans? Mais en fait, je crois que je m'en fous. Parce que je les supportais bien, parce que j'avais pas d'effets secondaires qui sont horribles et tout, tu vois. Donc il y avait un petit rapport à, surtout je le disais, enfin, il y a quand même eu un changement entre la première et la deuxième dépression. Mais ouais, c'est cette rencontre avec cette psychologue, de voir que les gens, en fait, ils continuent à m'aimer, quoi. Enfin, personne m'a laissé tomber. Personne s'est dit, putain, mais c'est vraiment une pauvre meuf. Hein. Et du coup, bah, ça te donne envie enfin, ouais, je pense que les masques sont tombés et les gens continuent de t'aimer. Donc, je me suis dit, ok, bon, bah, go alors. Mais franchement, il y a un énorme sujet sur l'aide et je suis complètement d'accord avec toi et je le découvre aujourd'hui. C'est que souvent, quand il y a un élan d'aide qui s'organise, on est hyper motivé pour participer et venir rendre service. En revanche, être celui qui demande de l'aide, c'est toujours vu comme bah c'est pas bien en fait, c'est pas bien, c'est tu fais peser sur les autres les choix de tes responsabilités, c'est que tu gères pas toute seule, c'est que tu es un assisté et je trouve ça hyper dommage. Moi j'ai vachement envie de travailler ce sujet-là parce qu'en fait c'est faux. Demander de l'aide et recevoir de l'aide et tout comme donner de l'aide à quelqu'un, il y a quelque chose de vertueux en fait. Ça n'est pas dégradant en fait. Et surtout, moi je me dis tout le temps, si jamais vous êtes dans une situation soit familiale, soit entrepreneuriale, où vous avez besoin d'aide. Et vraiment, enfin, c'est-à-dire c'est légitimement, vous avez besoin d'aide, que ce soit un truc ponctuel ou un truc assez sérieux, assez important. Essayez de retourner la situation en imaginant qu'il y a quelqu'un en face de vous que vous appréciez, pour qui que vous avez soit de l'amitié, soit un sentiment sympathique, soit même de l'affection profonde, et que cette personne vous dit, là, aujourd'hui, j'en suis là et j'ai besoin d'aide. Honnêtement, la plupart du temps, tu te dis jamais, ah, c'est vraiment un boulet, j'ai pas envie de l'aider. À l'inverse, en fait, il faut toujours se mettre dans la peau de l'autre, en fait. Moi, je trouve que c'est ça qui te permet de changer de regard sur le fait de recevoir de l'aide. En fait, ouais, moi, je trouve ça trop dommage. On n'est pas fait pour être seul. On n'est pas fait pour être seul dans la vie en règle générale. On n'est pas fait pour être seul quand on devient parent. On n'est pas fait pour être seul quand on est entrepreneur. On n'est pas fait, enfin, on est dans un monde qui est de plus en plus individualiste et c'est pas normal. Il faut recréer du lien autour de 1000 sujets. Et moi, mon sujet, c'est de recréer du lien autour de la maternité, mais il y a des tonnes de trucs où il faut refaire de la rencontre, quoi. On dit que pour élever un enfant, il faut tout un village. Finalement, toi, c'est beau parce que tu as retrouvé ton village. Ça fait ton village, ça fait ta maman, ton beau-père, ça fait ton mari, ça fait toute l'équipe médicale qui a été autour de toi à l'hôpital. Ça a été aussi tes copines qui ont continué à t'aimer et pas te juger malgré tout. Ça a été aussi cette psychologue qui est venue pendant des années. Donc en fait, finalement, tu t'es rendu compte effectivement que une des clés pour aller mieux et pour accepter petit à petit, du coup, une guérison et en plus une grossesse après, malgré la peur, c'était vraiment le fait de t'entourer avec les bonnes personnes. Et ça, c'est beau. Et il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup parlé, c'est d'accepter aussi de nous demander de l'aide. Alors moi, je le vois aussi avec mes clientes ou les personnes que je peux accompagner, c'est cette peur d'avouer que le business ça va pas, cette peur de ne pas être capable de vendre un produit. Mais pareil dans la maternité, la peur de mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi aussi, on me l'a dit, comme j'ai fait 3 dépressions postpartum, j'ai annoncé à certaines personnes ma 4e grossesse et tout de suite, mais comment tu fais ça en fait? Tu fais du mal à ton bébé, tu t'es fait mal à toi, c'est ta faute, mais t'as rien appris en fait avec ces dépressions-là. En gros, t'es une mauvaise personne parce que tu n'apprends pas de tes erreurs, donc aujourd'hui tu devrais pas être à nouveau enceinte. En gros, on me condamne, tu vois. Et donc forcément, ça avait créé à l'époque en tout cas
Au moins, comme quoi me dire, OK, en fait, il faut pas que je demande de l'aide. Parce que si je demande de l'aide, ils vont croire que je suis incapable. Et donc après, ils vont me coller l'étiquette à jamais. En mode, celle-là, elle est incapable. Et en fait, après, bon, pour détruire cette étiquette, soit on s'épuise pour démontrer qu'on n'est pas l'incapable, soit je sais pas comment on enlève une étiquette, tu vois. Enfin, soit on guérit et on se dit, OK, je l'enlève et c'est bon. Et je laisse partir. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est beaucoup des mamans ne demandent pas de l'aide parce qu'elles se disent, j'ai pas envie non plus d'être cataloguée comme incapable. Et du coup, est-ce que toi, tu avais cette peur et que les gens te jugent aussi autour de toi? Je pense que je l'ai eu très fortement à la première dépression. Vraiment, ça m'a submergée et je me suis dit, au début, je voulais vraiment le dire à personne. Donc j'ai ma mère qui était là, qui était présente, et c'était elle qui s'occupait de ma petite fille, parce qu'en fait, on n'a pas tout de suite été hospitalisé dans l'unité mère-bébé. Donc au début, j'étais dans un service psychiatrique classique, et donc du coup, elle pouvait pas venir. Elle avait 1 mois et demi, elle était trop petite. Et donc vraiment, j'ai dit, genre, on le dit à personne. J'avais juste envie que ce soit mes sœurs et mon frère qui le sachent, et puis mon père, et c'est tout, quoi. Et éventuellement mes beaux-parents et mes beaux-frères et mes belles-sœurs. Mais je voulais même pas que Tanguy le sache. Donc il y a eu j'ai fait beaucoup j'ai filtré beaucoup d'infos. Alors il a fini par le savoir, mais pas directement par moi. C'est ma belle-mère qui lui a dit. Et après, en fait, qu'est-ce qui a fait changer le paradigme? Je pense que j'ai quand même, j'ai 3 très bonnes amies que je connais depuis très longtemps, à qui c'est un peu comme mes sœurs, donc elles faisaient partie de celles à qui j'avais dit, OK, on peut le dire. Okay. Et je sais pas, leur réaction, en fait, même celle de, en fait, je pense à mes beaux-parents, mes beaux-frères et mes belles-sœurs. Enfin, j'étais quasi assurée de la réaction de mes sœurs et de mon frère. Enfin, je me disais, OK, eux, c'est bon, ils sont dans ma poche. Ils vont pas me, mais, tu vois, beau-frère, belle-sœur, ça faisait pas si longtemps qu'on était mariés avec Tanguy, ça devait faire 1 an. Ouais, 1 an et demi. Et puis eux, ils sont assez sereins, quoi. Nous, dans ma famille, on pourrait avoir une tendance entre guillemets, à faire des dramas queen un peu. Enfin, je grossis le trait, mais on vit les choses de manière peut-être plus intense. Et eux, ils sont assez sereins. Donc je me disais, mais ils vont jamais comprendre. Enfin, ils vont se dire que je suis vraiment une tarée et tout. Et en fait, je sais pas, ils sont venus me voir à l'hôpital. Ils étaient fidèles à eux-mêmes. Mais franchement, j'ai peut-être eu trop de bol dans mon malheur, parce que les gens, honnêtement, enfin, peut-être les gens que je connaissais pas très bien et machin, mais les gens qui faisaient vraiment partie de mon cercle proche, personne ne m'a rejeté. Personne s'est dit, alors peut-être que les gens se le sont dit, mais que je l'ai jamais senti, et tant mieux, tu vois, mais et donc quand j'ai vu les premières réactions à la fois, donc de ma fratrie, de mes beaux-parents, de mes beaux-frères et mes belles-sœurs, et que j'ai vu que ça changeait pas grand-chose, j'ai commencé à me détendre un peu, puis j'ai commencé à le dire plus large. Puis là, je voyais la même chose, que ça changeait pas grand-chose. J'ai été hyper consolée, j'ai reçu beaucoup de cadeaux, de fleurs, j'ai eu énormément de visites à l'hôpital. Je me rappelle, à l'unité mère-bébé, pour la première hospitalisation, l'équipe soignante, elle me disait, mais on n'a jamais vu quelqu'un avoir autant de visites. Enfin, il y avait vraiment des gens alternés, en fait, pour éviter éviter une solitude, ou tu vois, pour me rendre visite. Je me rappelle, ça c'est pour la dépression numéro 2. On a un copain qui est du sud, un garçon, vraiment le profil du garçon, tu vois. Donc je m'étais dit, lui, il va pas comprendre. Typiquement, je m'étais dit, lui, il savait que ça nous était arrivé une première fois, mais on l'a rencontré après la première dépression. Et en fait, petite pépite il m'a proposé plusieurs fois de venir me voir à l'hôpital, il m'envoyait des messages, il me demandait des nouvelles, genre révélation. En fait, c'est marrant, encore aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, c'est merveilleux ce qu'il a fait, en fait. Peut-être qu'il comprenait pas, enfin, j'en sais rien, mais en revanche, il avait capté que ce que je vivais, c'était extrêmement dur. Et donc, du coup, il a été adorable. Et donc, j'ai eu des révélations plus que des consternations, tu vois. Donc, franchement, je sais pas si c'est juste dû à nous et à notre entourage, mais moi, j'espère, c'est peut-être hyper naïf, mais je me dis, en règle générale, les gens qui vous aiment profondément, ils vont pas vous mettre un pied, ils vont pas vous appuyer la tête sous l'eau si vous allez déjà pas bien. Ou alors, dans ce cas, c'est un bon moyen de faire le tri. Tu vois, ceux qui mettent une étiquette, tu peux te dire, OK, allez, salut, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à mettre une étiquette? Ouais, complètement. Et j'aimerais quand même te poser la question concernant cette envie de vie après.
Parce que une dépression postpartum, ça donne envie parfois de finir avec la vie. C'est lourd. C'est comme si on n'avait plus d'espoir. Mais tu t'es quand même dit, ok, je n'arrête pas tout là. J'ai même envie d'avoir un troisième bébé. Tu l'as accueilli, tu n'as pas fait une dépression. Et peut-être un jour, tu auras un quatrième, qui sait. Mais du coup, comment ça se fait qu'aujourd'hui, t'es vraiment porté pour la vie? Parce qu'en plus, on n'a pas parlé de ça, mais tu as aussi envie d'aider d'autres mamans qui passent par des moments difficiles en postpartum. Donc, il y a quand même en toi une scène de vie très triste, terrible, qui a quand même porté beaucoup de vies. En 2, 3 fois, quoi. C'est-à-dire que tu portes la vie en toi sans peur, tu veux un corps porter la vie en toi, tu veux aider plus les mamans. Enfin voilà, c'est que en fait, comment ça se fait qu'un événement aussi sombre peut rayonner autant aujourd'hui? Alors, quand même, après la naissance de mon deuxième, cette idée-là de la ligature des trompes, j'y ai pensé vraiment sérieusement. Et ça me rassurait énormément de me dire potentiellement c'est quelque chose qui existe et qui peut me sécuriser, c'est-à-dire que je n'aurai plus jamais de chance d'avoir d'enfant et c'est très bien. Et même je me disais en fait faut que je prenne mes responsabilités. Si à chaque fois j'ai envie de mourir que quand j'ai un enfant, bon il faut stopper le truc quoi. Juste le fait que cette amie me dise en gros elle m'a pas du tout dit c'est bien c'est pas bien, elle m'a tout expliqué, elle m'a dit comment ça se passait et tout. Elle m'a même dit je pense que ouais, j'avais 30 ans parce que j'ai dû me tromper dans les chiffres que je t'ai donnés au début, mais je me rappelle du chiffre rond où je m'étais dit 30 ans, 2 enfants. Et elle m'avait dit normalement les gynécologues, ils sont pas méga fanas de faire des ligatures de trompe à des jeunes femmes de 30 ans, mais toi, avec tes antécédents de dépression postpartum, c'est quasi sûr que ton profil y passe, tu vois. Donc ça me rassurait vachement. En fait, voilà, ça c'était le truc où je me disais ok, c'est bon, j'ai toujours ça, je vais pouvoir fermer la porte à cette fragilité énorme. Et en fait, en rencontrant la psychologue, je me suis rendu compte que cette fragilité, elle était là avant, que je suis pas la nana la plus détendue de la terre. Mais c'est marrant, je m'en suis rendu compte que après la 10e dépression, tu vois. Le côté angoissé et anxieux, ça ne faisait pas partie de ma définition de qui j'étais. Aujourd'hui, si, tu vois. J'ai compris aussi que j'étais vachement dans la maîtrise, le contrôle. Je suis un peu une contrôle fric. Enfin, je suis pas trop une aventurière de l'imprévu, tu vois. Et donc, d'un côté, j'ai appris à accepter ça parce que je trouve ça pas très sexy, mais je me suis dit bon bah en fait, tant pis. Enfin, tu vois, j'adorerais moi être une nana qui dit oui en une seconde et qui est capable de partir au bout du monde. Bon, c'est pas trop le cas. Donc j'ai appris à accepter que c'était ça. Et en même temps, elle me disait aussi mettez de la légèreté en fait dans votre quotidien. Donc essayez de lâcher prise sur des petits trucs, acceptez que vous avez besoin d'être rassuré et le côté rigoureux d'une journée machin ça vous rassure, ok, mais détendez-vous sur certaines choses quoi. Donc ça m'a fait du bien. Je pense qu'il y a une forme d'espérance de quelque chose de plus grand. Nous on a la foi avec mon mari, donc du coup en fait on voyait qu'on était qu'on était toujours ensemble. Que ça nous avait fait plus de bien que de mal, tu vois, finalement. Je crois que je le dis dans le livre. En fait, je me disais, c'est un peu comme si on était, tu vois, représenté avec une métaphore, notre couple et notre famille, c'est un bateau. On est commandant et capitaine, ou commandant et second, tu vois. Et on a des petits mousses. Et en fait, on a fait une traversée, une première qui était horrible, une tempête monstrueuse. On en a une deuxième qui était monstrueuse aussi. Le bateau, il est toujours entier, tu vois. Et je me dis peut-être que là, de connaître ce que c'est que la prochaine tempête, ça va nous aider à la traverser, tu vois, en se disant si jamais un jour, après très mystérieusement, il y a un désir de vie qui est né. Moi, je mets ça sur le compte de l'espérance, tu vois, de quelque chose de, ouais, c'est ça, l'espérance. Mais on s'est quand même dit, quand on a senti l'un et l'autre qu'on avait envie d'avoir un autre enfant, moi je me suis dit, ok, mais je le fais dans les règles. C'est-à-dire, cette fois-ci, justement, entre la première et la deuxième grossesse, ou la première grossesse, j'avais envie d'arrêter les antidépresseurs, j'avais envie de mettre ça dans un placard et de fermer les choses à double tour. Là, je me suis dit, je vais continuer à être suivie dans une unité d'accueil parent-bébé. Donc c'est un peu comme une unité, sauf que c'est un accueil de jour. Donc tu peux venir soit la journée, soit une fois par semaine, soit une fois par mois. Enfin, c'est un peu l'équipe qui détermine, tu vois, ton suivi. Donc j'étais suivie là après la naissance de mon deuxième. Donc je continue le suivi. Je vais aller les voir à peu près une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Je continue à prendre des antidépresseurs et surtout je leur dis.
Je leur dis, j'ai envie d'avoir un troisième enfant. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous croyez que je suis irresponsable? Est-ce que si j'ai un troisième enfant et Mhm. que je refais une dépression postpartum, on va me retirer la garde de mes aînés? Enfin, plein de questions. Ouais. Mm. Et la pédopsychiatre, elle m'avait dit, on vous suit. Ok, on voit que là, vous êtes dans un équilibre et tout. Donc, en gros, vous continuez à venir tous les mois. On continue à discuter. On vous garde tous les antidépresseurs. Comme ça, votre corps est déjà accoutumé. Quand vous tombez enceinte, c'est compatible avec la grossesse. On continue la dose que vous avez. Si jamais vous sentez que vous avez des détresses, on augmente la dose. Si vous n'avez pas besoin, on la garde comme telle quelle. Voilà, donc ça, j'avais l'aval un peu, tu vois, de l'équipe médicale. Ensuite, j'avais l'aval de la psychologue qui m'a dit ok, on va réussir à passer au-dessus. Je suis sûre que ça va le faire. Et ensuite, familialement, on a compris avec Tanguy qu'il fallait qu'il soit là, tu vois. Et là, on s'est dit très bien pour un troisième, mais en revanche, présence de Tanguy Ouais. obligatoire, indispensable. Et du coup, on a un peu calculé notre truc, quoi, par rapport à la vie professionnelle de Tanguy. Ouais. Ok. Oui. Donc c'est super. Et aujourd'hui, du coup, ça me donne vraiment envie de te demander encore pour moi, c'est vraiment ça. Tu portes un projet aujourd'hui entrepreneurial pour aider d'autres femmes qui ont vécu la même chose que toi. Alors peut-être pas l'hôpital, parce que là pour le coup effectivement ça rentre plus dans une équipe médicale. Mais toi, du coup, c'est quoi le projet que tu portes aujourd'hui? Alors, en plus, c'est pas forcément pour les mamans, tu vois, qui sont en souffrance. Mm. Alors aujourd'hui, je me centre sur les femmes de militaires, mais dans l'idéal, j'aimerais bien élargir. Je me dis, si ça marche, j'adorerais élargir à toutes les mères en règle générale. Mais en fait, Mhm. nous, on va beaucoup déménager là dans les années à venir. Et du coup, je me dis, il faut que je me concentre sur les femmes que je vais croiser dans mon quotidien, Mm. qui seront du coup les femmes de militaires. Et Ouais. donc, moi, j'aimerais en fait euh, trouver le moyen d'organiser un élan d'aide matériel pendant le postpartum des mamans autour de moi, tu vois. Et dans un premier temps, c'est identifier avec la maman, tu vois, quand elle est enceinte, ce dont elle a besoin pour se sentir bien au quotidien. Est-ce que c'est de voir du monde? Est-ce que c'est de faire du sport? Est-ce que c'est de discuter avec des adultes? Est-ce que c'est d'avoir une maison propre? Est-ce que c'est d'avoir Mm. des repas équilibrés? Tu vois, quelque chose de... Ensuite, définir un peu des axes, tu vois, de mission. Et dans un deuxième temps, c'est coordonner les besoins de la mère avec la volonté d'agir des proches. Ok. Donc, par exemple, moi, Isor, j'ai besoin de qu'on m'amène mes aînés à l'école, comme ça, dans les premières semaines à la naissance de mon enfant, par exemple. Je n'ai pas besoin de me saper, de me mettre dans la voiture, de prendre l'enfant, de le mettre dans son cosier et tout. Donc, Mm. j'ai besoin qu'on emmène mes aînés à l'école et j'ai besoin de visite. N'importe quoi, tu vois. J'ai besoin de présence amicale. Et Mm. mes besoins vont être définis. Et ensuite, on va venir les connecter avec tout le cercle que j'ai autour de moi, de copains, de famille s'il y a la famille, de proches, de même parents d'école, tu vois, qui vont dire, bah ok, le lundi 24, ou tous les lundis pendant les 3 premières semaines du postpartum 10 heures, je Mm. m'engage à prendre ces enfants et à les emmener à l'aller, au retour à leur école, tu vois. Ok. Euh, et voilà. Et donc, Ok. dans l'idée, c'est si jamais, parce que du coup, dans les conditions de vie des militaires, il y a beaucoup d'absence, donc il y a une Mm. solitude quand même assez présente. Et Ouais. en plus de ça, il y a des déménagements, donc il y a des déracinements et tout. Et ça, c'est quand je pars dans mes pensées, que je vais très loin et tout. Mais si jamais il n'y a pas de cercle proche, parce que ils viennent d'arriver, ils viennent d'emménager et tout machin, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des bénévoles qui participent à ce service d'aide. Donc, Ouais. qui est, je sais pas, voilà, les petites mamies du quartier, les femmes de militaires, machin, qui, elles, disent on se connaît pas, mais en fait, je sais ce que c'est qu'être mère, je sais ce que c'est que le postpartum. Bah, moi, je veux bien venir te déposer un repas, je veux bien t'accompagner chez ce médecin parce que t'as pas de voiture, je veux bien garder tes enfants pour que tu ailles dormir, enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Ok. Donc vraiment construire un village autour de la maman, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Je suis sûre que, en fait, je trouve il faut vraiment qu'on réapprenne à s'appuyer sur la force de la communauté, tu vois, Mm. sur la force de la solidarité, tout simplement. Mm. Et je suis sûre que ça peut. Moi, je me dis, il suffit de peu pour que ça naisse. J'ai eu des exemples Mm. autour de moi de trucs des lands où on livre des repas chez des gens et tout. Et Ouais. il suffit d'une personne qui propose en disant, ah, ben, on n'a qu'à faire ça. Et après, le truc, pendant un mois, ça tourne sans aucun problème, tu vois. Ouais. Bah ouais. Je suis d'accord. Eh ben, c'est très inspirant.
très inspirant. Je pense que là, toutes les deux, il va falloir qu'on se prépare aussi pour aller chercher des petits et tout. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment magnifique comme témoignage. Donc moi, j'ai trop hâte de voir ce que tu prépares. Oui, prépare. Et ben à toutes les femmes du coup qui me regardent, celles aussi, surtout, je pense à toutes ces mamans qui leur métier, c'est d'accompagner d'autres mamans. Inspirez-vous de ce podcast parce que je trouve que tu nous as donné plein de pépites pour savoir comment est-ce qu'on peut accompagner les mamans, comment est-ce qu'on peut prendre soin aussi des mamans qui sont un peu plus en détresse. Et vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Je vais laisser en description. Alors, pas ton compte Instagram, parce que tu n'es pas sur les réseaux sociaux, mais pour le coup, je vais laisser sur Amazon, peut-être, on peut trouver ton livre. Oui, on peut trouver mon livre. J'ai un profil LinkedIn que j'essaie d'être, que j'alimente régulièrement. Très bien. J'essaie d'être régulière. Et alors après, j'ai un compte Facebook, mais que j'ai justement, je me suis reconnectée sur Facebook pour mon projet, mais j'avoue que pour l'instant, je n'y fais pas grand-chose. Ok, bon. C'est surtout LinkedIn. Ok, bon, bah dans ces cas-là, je vais mettre ton lien LinkedIn, comme ça les personnes ils viennent te demander une connexion, des conseils, je sais pas où voilà. Et donc le lien aussi pour ton livre, pour celles qui veulent lire et pendant le soir, offrir aussi. Voilà. Donc merci beaucoup Isor. Merci mille fois de m'avoir écouté. Avec grande joie. Et ben on reste en contact.